Bienvenue, où tu veux, voilà. Là. Ensuite, Sébastien Lecoz, qui est le patron d'Aveta Global de Sea4Life. Bienvenue, Sébastien. Benoît Bazir Sabella et Gwenaël Dess de Greenove, Tanguy Goetz de Neptech et Guillaume Legrand, qui est le cofondateur et le président de TOUT, une belle table ronde où on va mener les discussions tambour battant parce qu'on va récupérer un peu de temps. Malgré tout ce que vous avez de très intéressant à nous dire, on va condenser. Alors, Jérôme, voilà, tu es financier. Je crois que ça manque, cette partie finance. Voilà, on dit toujours la France est le premier ou le deuxième territoire marin, parce que hier, je me suis fait engueuler parce que j'avais dit que c'était le deuxième. On m'a dit non, c'est le premier. Entre-temps, on m'a dit oui, mais attends, c'est le premier, mais il y a des polémiques. Donc, bref, on est le premier ou le deuxième territoire. Hein, voilà. Et donc, en tout cas, on a vraiment un rôle de leadership là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas au même niveau en termes d'investissement. Alors, est-ce qu'on investit suffisamment? Est-ce que d'autres investissent plus? Est-ce qu'on a suffisamment d'argent dédié à cette économie bleue qui est au cœur du pacte vert? Quelques mots, Jérôme, là-dessus pour démarrer peut-être. Un micro, vous m'entendez correctement? Non, tout est enregistré, on a besoin des micros. On vous demande de me parler dans les micros, tout est enregistré, je vous rappelle. J'ai appuyé sur le bouton, c'est mieux. Et bonjour à tous. Donc, effectivement, je dirige une société de gestion. Je ne sais pas si c'est un terme un peu atypique dans l'aéropage qu'on constitue aujourd'hui. Mon métier, c'est de gérer des fonds d'investissement en technologie, en innovation, en France, pour accompagner des entreprises, il y en a un certain nombre autour de moi aujourd'hui, des entreprises innovantes et de croissance sur ces métiers nouveaux qui apparaissent dans les nouvelles filières qu'on a besoin de traiter. Dans la filière maritime, il y a un enjeu absolument incroyable qui est vide de financement en France. Pour plein de raisons, tu as repris, je crois, la citation de Tabarly, Myriam, je crois que c'est Tabarly qui disait que les Français tournaient le dos à la mer. C'est malheureusement un peu vrai, et le monde financier en particulier. Faut avoir en tête ce que représente en fait la finance. C'est des montants qui sont somme toute relativement faibles par rapport aux enjeux qu'on a besoin de couvrir. On parle d'enjeux en milliards hein, sur la décarbonation du shipping, sur la production d'énergie nouvelle, sur globalement la transformation sociétale que vous avez tous les uns et les autres évoquée ce matin. J'entendais les propos, vous disiez ça va quand même encore passer quelques temps. Non, ça passe plus du tout en fait. Donc on va changer de mode de fonctionnement, on va changer de mode de vie, on va changer de mode de transport, on va changer d'habitude de consommation et ça va nous être imposé réglementairement, économiquement, socialement, etc. Le prix des carburants multiplié par 4, on y va, et dans le transport aérien et dans le transport maritime. Donc on est au cœur de cette transformation absolument dingue qu'on est en train de vivre. Et on a tendance à penser que ces transformations-là, quand elles arrivent, il faut les constituer comme des opportunités. C'est-à-dire qu'une transformation, c'est un fait avéré, on a un mur qui arrive, soit on le prend, soit on le transforme en opportunité, ou on essaye en tout cas de le faire. Et nous, notre boulot, c'est d'essayer d'accompagner ça. Et en France, en particulier, on a vu se constituer, pour revenir au sujet des fonds d'investissement, dans à peu près tous les domaines d'activité économique stratégique. On en a dans le spatial, on en a dans l'industrie, on en a dans l'énergie, on en a dans l'automobile. On est allé défendre notamment beaucoup de vieilles industries. Vous n'avez pas de fonds maritimes en France. Et vous avez non seulement pas de fonds maritimes en France, mais vous avez des acteurs publics encore aujourd'hui qui vous expliquent que ce n'est pas une filière. Mais haut et fort. Hein. Donc l'enjeu a été de constituer et d'aller vers le fait de financer l'innovation en France dans le maritime. On gère aujourd'hui, nous, à peu près une vingtaine de millions d'euros, ce qui est peanuts dans le monde du financement maritime, confié par un acteur de poids qui sont les banques populaires. Avec 20 millions d'euros depuis 4 ans, on est leader du financement du maritime en France. C'est absurde. C'est complètement absurde. Donc il est temps, une fois qu'on a fait ce constat, de dire qu'on doit le dynamiser, ce marché-là. Et donc depuis 2 ans, je travaille avec mes équipes à convaincre un certain nombre d'institutionnels qu'il est temps d'avoir un fonds de référence en France spécialisé dans la transformation du monde maritime sur ces 3 grands aspects, hein, qui sont la décarbonation,
la protection de l'environnement et la gestion de la biodiversité. Ce sont les trois événements complètement liés en fait. C'est-à-dire que l'impact que vous avez par le transport maritime impacte la biodiversité, qui impacte le puits de carbone, premier puits de carbone mondial, qui sont les océans, etc. Et c'est l'ensemble de ce cycle-là sur lequel il faut se pencher et le régénérer. Et pour terminer, pourquoi c'est important ? C'est que je n'oppose pas écologie et économie. C'est une véritable opportunité économique que de se constituer en filière stratégique en France là-dessus, parce qu'on a tous les ressorts pour y arriver. Et que si on veut y arriver, il va falloir mobiliser la filière pour le faire, parce que les autres ne nous attendent pas. Vous prenez la cartographie des ossatures financières dans tous les pays technologiques du monde qui ont un accès à la mer. Ils ont tous, depuis quelques années, prenez Maersk, il suffit de regarder ce que fait Maersk, qui a mis plus de 100 millions d'euros en R&D pur à but philanthropique, enfin le terme m'amuse, mais en R&D pur, rien que sur du concept et du brevet, quand on est encore à se poser la question aujourd'hui de savoir si le gouvernement est capable d'aller déclencher des centaines de milliers d'euros pour financer l'innovation. Voilà le rapport de force dans lequel on est aujourd'hui. Vous avez des fonds d'investissement spécialisés aux États-Unis, au Canada, en Israël, Portugal, Danemark, Pays-Bas, Norvège, Corée, Japon. J'en oublie forcément un paquet. Pas en France. Afrique du Sud, bien sûr. J'en oublie un paquet. Pas en France. Donc, on a décidé de s'y atteler. Ça fait 2 ans. Et je vous le dis maintenant, parce que je ne peux pas faire autrement, on annonce demain au ministère de la Mer la constitution d'un fonds d'investissement dédié au monde maritime à impact pour couvrir le besoin, un morceau du besoin de cette filière. Ça nous fait très plaisir d'avoir l'annonce en avant-première et bravo. Et on sera à vos côtés parce que quand on se mobilise pour mettre en valeur tout ce qui est fait par les différents acteurs, notre intention, c'est d'essayer d'éviter les effets lampadaires, notamment aussi certainement beaucoup liés aux médias qui, pendant 6 mois, vont s'intéresser aux émissions du transport aérien, et puis que ça, pendant 6 mois. Puis on va oublier que ça représente au moins autant que le transport maritime, et la moitié seulement des émissions du numérique qui représentent 10% de nos consommations d'énergie. Et donc, cette transition, elle a besoin d'une vision holistique où on remet en perspective tous les éléments et pas devenir victime d'effets de mode ou d'effets lampadaires. Donc merci pour cette intervention et on va réfléchir à comment on peut faire x10 et reprendre une place à la hauteur de notre potentiel. Notre potentiel. On peut en faire une filière stratégique France et merci, juste pour terminer là-dessus Myriam, on ne va pas le faire nous tout seuls avec nos petits bras. On est dans un monde, et on est habitué à ça, de collaboration avec des acteurs qui savent et des acteurs qui peuvent. Aujourd'hui, dans les acteurs qui savent, je vous ai demandé de vous mettre à nos côtés sur le volet d'impact et d'énergie, et merci d'accepter ça, parce que l'impact est un sujet compliqué, et donc la compétence que vous avez va nous être extrêmement utile. Et ceux qui peuvent, on a la chance aujourd'hui d'avoir réussi à mobiliser l'État sur un sujet comme ça. Donc la Banque des Territoires nous accompagne assez fortement. Avec la Banque du Territoire, je tiens à le dire ici, on a la ville du Havre qui nous accompagne fortement, la ville de La Rochelle qui vont nous accompagner sur ces sujets-là. On a l'ADEME qui est un acteur de poids dans le domaine de la transition énergétique qui investit financièrement dans un véhicule de cette nature. On a des grandes banques. On a beaucoup d'entrepreneurs, des grands noms. À chacun. Quand l'État met déjà 20 millions dans un fonds d'investissement, ça fait déjà un peu de sous. Bref, chacun y va avec ses... Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque, clairement ? Il nous manque des grands groupes. Le monde financier, on sait le gérer, il va nous accompagner là-dessus. Il nous manque des grands groupes industriels qui ont été incapables aujourd'hui de se mobiliser sur le sujet. Et je le dis assez franchement et assez directement. À part EDF aujourd'hui, qui est le seul qui a mis un peu d'argent sur le sujet, on n'a aucun groupe industriel, c'est anormal alors que c'est les principaux acteurs de la filière. On les a vus juste avant, dans la très bonne table ronde que vous avez faite. Et beaucoup d'entrepreneurs, aujourd'hui, il y a des grands entrepreneurs, des transporteurs, des chargeurs, qui nous ont fait confiance et qui viennent nous rejoindre avec leur fortune personnelle. C'est en général à titre de dirigeants d'entreprise qui viennent. Et on voudrait constituer la communauté de ceux qui aujourd'hui participent au monde maritime et qui viennent participer à l'innovation. Parce que c'est grâce à eux qu'on va avoir les innovations arriver sur le marché. Et on sera à vos côtés et on voit qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui s'intéressent à cette filière. Alors, évidemment, on ne va pas donner une liste exhaustive de
tout ce qui est en train de se passer, de toutes les sociétés, les start-up ou les entreprises qui ont pris le problème à bras le corps, et qui se positionnent dans ces nouvelles filières. Par contre, avec quelques exemples et l'overview qu'on essaye de visualiser un petit peu, ça nous permet de mesurer ce potentiel avec des exemples concrets. Alors peut-être, et vous verrez, dans des sujets qui concernent tous les domaines de l'économie bleue, on a moins forcé sur la pêche parce que ce n'est pas notre premier rôle, mais on a par exemple la question de l'eau. Et donc, un des sujets importants sur le littoral, c'est sur les littoraux en bord de mer, c'est de transformer, évidemment, puisqu'on parle beaucoup de pénurie d'eau et que tout ça est lié, les enjeux sont extrêmement imbriqués, on doit transformer de l'eau salée en eau douce. Donc, je vais demander à Sébastien, qui est à ma gauche, de nous raconter comment faire. On sait que c'est un procédé énergétivore, et donc, est-ce qu'on peut faire à grande échelle, et est-ce qu'on peut faire avec finalement moins d'énergie, en tout cas pas d'énergie fossile? Tout d'abord, ravi d'être parmi vous. Bonjour à toutes et tous, et merci E5T et merci Myriam. Écoutez, moi je vais vous parler de, je ne sais pas si on peut présenter le support, ce sera un peu plus clair, ouais, super. Alors, on n'aura pas tous les supports sur la table ronde, parce que ça a été un peu en retard. Donc si on n'a pas les supports, c'est pas grave, on va essayer de le présenter. Par contre, ils seront repris dans les vidéos qui sont tournées et qui tourneront sur les réseaux ensuite. Super. Et puis merci également Jérôme pour cette belle annonce, puisque ça tombe bien, nous on cherche des sous, on est une start-up, donc ça tombe très bien. Ouais, c'est ça. Oui, donc le support va arriver. Nous, en fait, C4Life, on est une start-up. On porte une solution unique au monde qui permet alors pas seulement de dessaler, hein, mais également d'épurer ou de déminéraliser en fait de l'eau en utilisant la chaleur fatale. Donc, ce projet est né. Alors, c'est pas un hasard, hein, dans l'écosystème EDF. D'ailleurs, EDF a préempté et a déposé le premier brevet. Donc on vient d'en récupérer l'exclusivité. Donc là, je peux avancer, hein, c'est ça? Ouais, super. Et donc voilà, nous, notre ambition, notre vocation, on est une entreprise à mission, hein, c'est effectivement de fournir de l'eau pour tous et tout le temps grâce à la chaleur fatale. Et donc, je vais vous expliquer rapidement effectivement comment on fait. Donc la genèse du projet, alors vous vous souvenez tous, hein, notamment de l'été dernier, y compris en Normandie, là c'est la zone toute rouge qu'on voit sur la carte. Donc le stress hydrique était vraiment extrêmement fort. Et d'ailleurs, vous avez peut-être suivi ce matin, donc c'est Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, qui m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, puisqu'il a diffusé les contours en fait, de son plan anti-sécheresse et anti-pénurie d'eau. Donc même en France, ça devient un véritable sujet, et ça je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui. Alors à l'échelle mondiale, je vous en parle même pas, hein. Ça c'est une carte qui date d'il y a 10 ans déjà, une projection 2040 du stress hydrique partout dans le monde. Donc bien sûr on retrouve les États-Unis, on retrouve l'Afrique du Nord, l'Espagne, les pays du Golfe, l'Inde, la Chine, l'Australie et j'en passe. Bon, faut savoir qu'en Californie notamment ils vont jusqu'à arracher des arbres fruitiers parce qu'il n'y a plus suffisamment d'eau tout simplement pour les arbres et pour les plantes. Donc c'est catastrophique, le niveau des lacs est au plus bas. Donc c'est vraiment extrêmement prégnant. Et là effectivement, pour revenir sur ce que disait Myriam tout à l'heure, c'est la solution évidente, c'est le dessalement. Et ça existe depuis longtemps, il y a différents procédés. En revanche, ces procédés ont deux gros inconvénients. Le premier, effectivement, c'est que c'est très énergivore. Et donc ça effectivement, c'est un véritable enjeu à une époque où déjà on est en pénurie d'énergie. Alors on manque d'eau, mais on manque aussi d'énergie. Et le deuxième inconvénient, c'est ce qu'on appelle la saumure, puisqu'effectivement, notamment dans les pays du Golfe, hein, c'est ce qui se passe, ils pratiquent depuis longtemps. Malheureusement, ils rejettent, faut savoir, pour produire 1 litre d'eau pure, on prend 3 litres d'eau et on rejette 2 litres d'eau hyper concentrée en sel en fait, dans la mer. Alors il y a des technologies un peu plus avancées qui permettent effectivement de diffuser, de diluer un peu mieux le sel, mais malheureusement trop souvent effectivement on tue l'écosystème et la biodiversité. Et ça effectivement avec le brevet qui a été déposé donc à l'époque par EDF et qu'on a récupéré il y a peu, et bien effectivement on utilise déjà la chaleur fatale qui est
une solution très innovante, puisque certains avaient essayé, mais personne n'avait réussi à produire de l'eau en utilisant la chaleur fatale, et ce, sans rejet de saumure. Je vais vous expliquer brièvement, je sais que le temps compte et qu'on a un petit peu en retard, mais je vais essayer de vous expliquer très brièvement effectivement comment ça fonctionne. Les principaux atouts de notre solution. Alors déjà, c'est la technologie la plus performante au monde en termes de dessalement d'eau de mer, c'est l'osmose inverse. Et nous, on consomme 10 fois moins d'énergie que l'osmose inverse. Donc le rapport est forcément beaucoup plus important avec des technologies encore moins performantes. Et je vous montrerai tout à l'heure un petit benchmark. On ne rejette pas de saumure, donc ça je l'ai dit. On valorise les sels et on sait que notamment dans les sels, on parle souvent du sel de mer, mais c'est les sels, et on trouve notamment dans les sels, effectivement, on trouve du lithium, qui aujourd'hui est un petit peu recherché, notamment pour les batteries qu'on évoquait ce matin. Donc ça aussi c'est un sujet. Et là on s'appuie effectivement sur les meilleurs acteurs du secteur. Accessoirement, on abaisse aussi la température des eaux rejetées d'à peu près 5 degrés, donc ce qui est plutôt positif aussi pour l'écosystème et la biodiversité. Clairement, à l'échelle, on en parlera bien sûr, on peut accrocher nos installations sur des centrales électriques, mais pas que, mais à l'échelle d'une centrale électrique, clairement notre installation, c'est un coût très très marginal en investissement. Et puis en coût opérationnel, effectivement, c'est extrêmement faible. On a voulu notre installation la plus automatisée possible. Clairement, c'est du on-off. Et donc, pour pouvoir le déployer ce procédé, effectivement, le plus partout, vraiment, sur tous les sites où on produit de la chaleur fatale. Bon, ça, c'est un exemple, effectivement, de la centrale de Gravelines, dans le nord de la France. Et là, je vous renvoie, effectivement, à vos cours. Ça peut dater, pour moi comme pour vous peut-être, un petit peu les cours de physique, mais à la seconde loi de la thermodynamique, qui fait qu'il n'y a pas de moteur parfait. Et effectivement, on parle de pénurie d'énergie, mais en fait, on a beaucoup d'énergie en fait, disponible, mais qui est perdue et qui est rejetée en fait, sous forme d'eau chaude ou sous forme d'air chaud. Donc si déjà on commençait effectivement par valoriser, alors il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine, mais nous clairement c'est notre cheval de bataille, c'est comment mieux utiliser en tout cas l'énergie fatale et notamment pour produire de l'eau. Alors ça va être un petit peu compliqué parce que j'aimerais pouvoir me lever et vous présenter ça, mais le système, bon, il est simplifié sur ce schéma, mais c'est simplement en fait un évaporateur, un condenseur, avec un petit moteur et des pistons au milieu pour déplacer la vapeur d'eau. Donc c'est le même procédé en fait que votre douche en fait. Pourquoi les gouttelettes d'eau vont se coller sur le rideau, sur la paroi de douche? Tout simplement parce que c'est plus froid en fait que l'eau. Et du coup là c'est le même procédé. Donc on a tout d'abord sur la gauche donc vous avez l'évaporateur, une arrivée d'eau constante qui n'a pas besoin d'être très, très chaude, à partir de 25 degrés, on sait déjà la faire évaporer, puisqu'en fait, toute l'installation en fait, est mise sous vide. Donc on abaisse en fait, la pression, typiquement à 27 degrés Celsius pour l'eau, eh bien, on aura 30 millibars en fait, de pression. Et ça suffit effectivement pour faire évaporer l'eau. Et les lois de la physique font effectivement que le système se régule. On a juste à amorcer en fait une pompe à vide, à créer le vide une fois, et le vide se maintient. Et donc on utilise simplement un tout petit peu d'énergie en fait pour déplacer la vapeur de l'évaporateur vers le condenseur. Donc on a une branche chaude, une branche froide. Voilà, donc ça peut paraître un petit peu tout simple. Il y a quelques subtilités bien sûr, et pour ceux qui le souhaitent, effectivement, je serais ravi effectivement de rentrer dans les détails. Et on récupère donc à la sortie bien sûr de l'eau pure, totalement pure, sans nanoplastique, parce que ça on n'en parle pas beaucoup, mais malheureusement on trouve beaucoup de choses dans l'eau. Donc nous on fournit l'eau la plus pure qui soit, vraiment la molécule d'eau tout à fait pure, qu'on peut reminéraliser ou pas selon les usages. Notamment les industriels recherchent plutôt effectivement de l'eau déminéralisée, puisqu'il y a beaucoup moins de coûts de maintenance, notamment et d'entretien de leurs installations. Donc c'est ce qu'ils recherchent. Donc là c'est sans doute un tout petit peu petit, mais c'est un comparatif effectivement par rapport aux principaux procédés de dessalement, à la fois sur la quantité de volume d'eau qu'on peut produire, encore une fois en dessalement ou pas en dessalement d'ailleurs. Il y a beaucoup d'innovations, notamment en utilisant le solaire, mais s'il faut imaginer des hectares et des hectares de panneaux solaires pour pouvoir produire de l'eau, bon, le modèle économique est un petit peu complexe. Donc parmi les différents axes, effectivement les différents critères, il y avait sur la consommation d'énergie, ça on en a parlé, forcément on est imbattable là-dessus parce qu'on utilise de l'énergie qui existe déjà. On n'a pas de rejet de saumure, je l'ai déjà dit, on récupère et on valorise les sels. En termes d'encombrement également, on est plutôt conforme à ce qui se fait de mieux effectivement sur le marché. On abaisse la température des eaux rejetées.
Le traitement des nanoplastiques, ça effectivement, malheureusement, on en retrouve sur les autres procédés, alors que notre procédé permet effectivement de nous en départir. Et puis, en CAPEX, en OPEX, effectivement, on est plutôt assez imbattable. Donc ça, c'est la conclusion du cabinet qui a été missionné par EDF, à l'époque où EDF a déposé le brevet. Bon, je pense qu'elle est non équivoque lorsque cet organisme indépendant conclut en disant que le brevet mis au point par EDF nous paraît très prometteur car dispose de nombreux avantages par rapport à la concurrence. Il s'agit clairement d'une solution pertinente avec des grandes possibilités de développement dans le marché mondial. Alors on n'est pas encore là, on est encore une start-up early stage, on cherche plutôt des marchés et des clients en France métropolitaine ou bassin méditerranéen. Et quand on aura vraiment amélioré nos standards, on pourra se permettre effectivement de partir au grand export. Et on a de nombreux appels du pied, notamment bien évidemment en Israël, dans les pays du Golfe, en Californie, en Australie et un peu partout dans le monde. Mais déjà, voilà, on cherche aujourd'hui effectivement des sites industriels. On a réalisé un certain nombre de préétudes. Et en tout cas, on découvre des usages tous les jours, notamment dans l'hydrogène vert. On en parlait ce matin de l'hydrogène. Sur les nouveaux procédés effectivement de production d'hydrogène vert, il y a beaucoup de chaleur fatale et il leur faut aussi de l'eau douce. Donc voilà, c'est plutôt prometteur. Donc nous, on adresse effectivement les marchés, bien sûr, de la pénurie d'eau qui était avancée effectivement et par Christophe Béchu, donc le ministre de la Transition écologique ce matin. La pénurie d'énergie, bien sûr, ça je pense qu'on a abondamment parlé effectivement ces derniers mois. La transition écologique des activités, notamment la décarbonation des industries, qui clairement, pour certaines, effectivement, émettent de la chaleur fatale, ont besoin d'eau, ou mettent l'eau, effectivement, à disposition de leur écosystème. Et puis, accessoirement, la préservation de l'écosystème et de la biodiversité, en abaissant la température de rejet, et puis en cessant, effectivement, de rejeter de la saumure. Il faut savoir, on parlait tout à l'heure des cours d'eau ce matin, d'après moi, les chiffres que j'ai, notamment d'experts du GIEC, d'ici à 2050, en France, le débit moyen des cours d'eau français pourrait baisser de 10 à 40%, c'est quand même pas rien, et la recharge des nappes phréatiques pourrait se contracter de 10 à 15%. Donc là aussi, ça interpelle, et certains acteurs, effectivement, l'anticipent. Donc nous, nos cas d'usage, on en a abondamment parlé, c'est le dessalement d'eau de mer, mais c'est aussi la déminéralisation d'eau de rivière. Là, notamment, on travaille sur un très très gros sujet pour un industriel sur la Loire, dans l'embouchure de la Loire. C'est l'optimisation également du fonctionnement des stations d'épuration. Certaines stations, effectivement, ont vu grimper le coût du mètre cube d'eau à cause de l'énergie. En tout cas, c'est l'argument principal évoqué. Nous, clairement, pour peu qu'on ait une source de chaleur fatale non loin, effectivement, de cette station d'épuration, eh bien, on peut permettre d'améliorer le système. On peut traiter les vases, les boues. Les data centers également sont très intéressés par notre solution parce que par définition, ils émettent beaucoup de chaleur fatale et ont besoin également d'eau, notamment pour le refroidissement. Donc, les cas d'usage, en tout cas, les applications ne manquent pas. Donc, parmi nos clients, on a effectivement des ports, bien sûr, sous différents aspects, des industriels émettant de la chaleur fatale et consommant également beaucoup d'eau, ou, comme je le disais tout à l'heure, effectivement des industriels qui émettent de la chaleur fatale n'ont pas forcément besoin d'eau, mais mettent à disposition de l'écosystème leur chaleur fatale pour produire de l'eau. Des consommateurs de grande volumétrie d'eau, je pense à l'agriculture notamment, qui nous dit si vous pouviez nous aider, moi je connais des acteurs qui émettent de la chaleur fatale ou des eaux usées, est-ce qu'on peut trouver un modèle économique effectivement pour que vous puissiez nous alimenter. Je pense à la filière maïs qui consomme beaucoup d'eau notamment, mais qui n'est pas en bordure du littoral, et donc qui est très intéressée par cette solution. Et puis bien sûr les collectivités territoriales, je pense notamment aux collectivités, notamment sur le littoral, qui voient leur population exploser l'été, qui ont peu de réserves d'eau, et qui ont du mal effectivement à fournir de l'eau à tout le monde. Les chantiers navals, dans un dernier temps, effectivement, donc on travaille avec Naval Group et STX, mais bon, on rajoute des contraintes de vibration, d'espace restreint, donc ça ce sera dans un second temps. Pour l'instant, on a déjà suffisamment de grains à moudre. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, mais en tout cas, bravo, parce qu'on voit vraiment ce qu'est une démarche écosystémique. Je voyais Jean-François qui parle de ces ports où on doit mettre en équation les différents acteurs. On est au cœur de cela. Exactement. Et à suivre, donc on a bien entendu qu'il y avait une levée de fonds en préparation. Alors on a avec nous en visio quelqu'un qui va nous parler d'énergie renouvelable. On est très en retard, Benoît Bazire, mais on a très envie d'entendre parler un peu plus d'hydrolien. Donc si on le connecte, on va pouvoir l'entendre tout de suite sur l'hydrolien, puisqu'on parle des énergies marines, des énergies renouvelables bleues.
qui sont aussi sous-estimés, puisqu'on fait souvent le pari que du nucléaire en France, ou beaucoup trop du nucléaire, en tout cas, et ne pas m'accuser d'un débat pour ou contre, parce que c'est le débat qui m'énerve le plus. Alors, est-ce que Benoît est avec nous pour nous parler d'hydrolien? Sinon, alors, voilà. Si. est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Je ne sais pas si vous voyez. Ce n'est pas que ce soit très intéressant, mais en revanche, mon exposé, oui, ce serait. Là, j'y tiens davantage, si c'est possible. Je ne sais pas s'il faut que je fasse quelque chose de spécial. On ne vous voit pas, mais on vous entend très bien. Donc peut-être on va... Voyez mon PowerPoint. Alors, attendez. C'est des petits... C'est pour vous dire qu'on est vraiment en direct. Voilà, ça y est. C'est parfait, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vais vous parler, moi, d'hydrolien et d'hydrogène vert comme vecteur de décarbonation des ports. Et alors, d'abord, l'hydrolien marin, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle énergie renouvelable de base. Nous l'indiquons entre guillemets. De base, ça signifie donc fourniture continue d'électricité, parce que l'expression a été employée pour la première fois par Kadri Simpson, qui est la commissaire européenne à l'énergie, dans un colloque à Bruxelles il y a quelques mois. Alors, il faut reconnaître que ça ressemble à une ENR idéale, l'hydrolien, pour les raisons suivantes. D'abord, c'est une énergie prédictible, parce que nous utilisons les courants marins issus des marées, et comme tout le monde le sait, les marées, c'est un phénomène astronomique qui est le fruit des mouvements relatifs du Soleil, de la Lune et de la Terre. Et donc, on peut dire ce qu'on produira comme électricité le 30 juin 2030 à minuit. C'est une énergie abondante sur l'ensemble du globe. Elle n'a pas d'impact sur l'environnement. Par exemple, il n'y a pas de gêne visuelle ou de gêne sonore, puisque nous sommes à 50 mètres sous l'eau. Nous n'avons pas non plus de réels conflits d'usage, parce que nous sommes dans des zones de courants violents que les marins, en général, évitent. Et nous n'avons pas de ligne d'ancrage ni de forage, donc nous n'abîmons pas le fond marin. Comme vous le voyez, vous avez cette image d'hydrolienne avec la turbine qui vient se ficher en base, qui pèse plusieurs centaines de tonnes selon les modèles de turbine. Et donc la turbine tient sur le fond de l'eau, tout simplement sous l'effet de son poids. Alors, c'est une ressource encore inexploitée. Que Sabella a l'intention justement d'utiliser. Alors, planche suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc notre mission, c'est de concevoir et de réaliser des systèmes permettant d'alimenter en électricité les zones côtières et de produire de l'hydrogène vert grâce à l'énergie des marées. On a été créé en 2008, nous sommes basés à Quimper, d'où je vous parle aujourd'hui. On a un atelier d'assemblage des turbines à Brest, et nous sommes 26, dont 24 ingénieurs. Nous fournissons des équipements à des développeurs qui eux-mêmes se chargent de commercialiser l'électricité produite. Alors, un mot sur notre actionnariat. Nous sommes très équipés entre les financiers et les industriels. Notre premier actionnaire industriel, c'est General Electric, parce que General Electric nous a apporté en janvier 2021 toute la propriété intellectuelle qu'ils avaient dans le domaine de l'hydrolien, et qui venait en fait de Alstom et de Rolls-Royce. Et puis du côté financier, notre premier actionnaire, c'est BPI France, avec 22% de notre capital. Et puis, je salue Jérôme Guéret, puisque Go Capital est l'un de nos administrateurs. Voilà. La planche d'après. Voilà, alors l'hydrolien marin a les usages suivants. Premièrement, lorsque vous avez des zones qui ne sont pas interconnectées et qui donc utilisent des énergies fossiles pour produire de l'électricité, eh bien vous pouvez remplacer ces énergies fossiles par des hydroliennes. C'est par exemple le cas de l'île d'Ouessant qui a été cité lors d'une intervention tout à l'heure. Deuxièmement, si nous injectons notre électricité verte dans le réseau national, eh bien, ça diversifie ce réseau avec des énergies renouvelables. Si on injecte notre électricité dans un électrolyseur,
eh bien, l'hydrogène qui sera produit sera par définition de l'hydrogène vert. Et puis, nous avons quelques applications dans le domaine de la surveillance côtière. Alors, si nous en venons un peu plus précisément à l'hydrogène, nous avons conçu un projet. Alors, la planche passe mal, je ne sais pas pourquoi, j'espère que vous la voyez bien, vous. Il y a donc ce projet de production et de stockage sous-marin d'hydrogène comprend un certain nombre d'éléments, nos hydroliennes. Le deuxième élément, ce serait des électrolyseurs encapsulés, exactement de la même manière qu'on a réussi à encapsuler une turbine dans une hydrolienne. C'est au fond le savoir-faire de Sabena, de savoir mettre ce genre d'équipement sous l'eau. Puis, ce serait complété par un stockage sous-marin de grande capacité et prolongé par une infrastructure d'export, en réalité un pipeline, pour amener l'hydrogène à terre. Alors, l'intérêt d'un tel projet, eh ben, c'est de favoriser une meilleure acceptabilité parce que, évidemment, tout cela est invisible. On augmente la sécurité puisque nous sommes sous l'eau. On peut aussi avoir une grande flexibilité parce qu'en concevant des modules standards, nous pouvons faciliter les installations de nos différents équipements et, comme tout le monde le sait, la standardisation, ça signifie aussi réduction des coûts. Et enfin, on a le sentiment d'accélérer la décarbonation des territoires côtiers et fluviaux. Alors évidemment, nous nous appuyons sur d'autres industriels pour réaliser ce projet. Il y a un consortium qui est en cours de constitution. On insiste beaucoup sur la qualité des études initiales et puis sur l'écosystème hydrogène parce que notre système doit servir et doit avoir des usages, bien entendu. Et puis, dans notre comité technique, nous aurons aussi des organisations qui se chargeront de réfléchir aux normes parce qu'on explore un domaine complètement nouveau et il faudra bien entendu l'encadrer. Alors, les étapes de notre projet CH2 eh bien, sont des étapes tout à fait classiques. On a déjà réalisé la première. On a mis un électrolyseur à terre à côté des conteneurs à terre de nos hydroliennes et l'électrolyseur a été alimenté par du courant provenant de l'hydrolienne qui est en fonctionnement actuellement dans le passage du Fromveur près de Ouessant et qui injecte de l'électricité à Ouessant. Et puis, pour attirer un petit peu de monde, le public, on a utilisé l'hydrogène ainsi produit dans des vélos à hydrogène que nous avons enfourchés. Le reste des étapes sont assez classiques, si ce n'est que nous validerons tout ce que nous ferons tout d'abord à terre avant de mettre les composants à l'eau. Donc nous avons mis au point une méthode et il nous restera ensuite à choisir le lieu de la première installation de notre système. Alors, quelles sont les applications de ce projet donc d'hydrogène sous-marin? D'abord, les usages locaux et la mobilité propre, que ce soit la mobilité maritime, bateaux de pêche, ferries, il y a un projet en ce moment en Bretagne, ou bien porte-conteneurs à hydrogène, tel qu'on connaît ces projets actuellement. Dans le domaine de la mobilité terrestre, que ce soit des bus, des poids lourds ou bien des trains. Deuxième type d'application, le transport de l'énergie. Il existe des cas où la production d'électricité est extrêmement distante du réseau et des infrastructures d'électricité. C'est par exemple le cas des éoliennes offshore. Et donc, tout le monde sait que le transport direct de l'électricité par des câbles est extrêmement coûteux. L'hydrogène peut, lui, par contre, être parfaitement transporté par pipeline. Troisième application, l'hydrogène vert va se développer, c'est certain. Il y aura nécessité de stockage, mais la réglementation, comme vous le savez tous, veut que 5 tonnes d'hydrogène sous pression, ce soit une installation Céveso seuil bas.
Donc, il faudra trouver du foncier, il faudra rendre tous les projets acceptables, et nous pensons que nous pouvons contribuer à la résolution de ces problèmes d'acceptabilité et de foncier en proposant des stockages sous-marins. Alors, vous avez des petits dessins à droite qui représentent des exemples un peu concrets. Prenons par exemple le cas de l'île d'Ouessant. On peut imaginer donc un champ d'hydroliennes dans le passage du Frommer que nous connaissons bien maintenant. Évidemment, nous fournirions l'électricité directement à l'île. On pourrait aussi créer des réservoirs d'énergie sous forme d'hydrogène. Et puis, à droite, vous avez par exemple le port de Brest, où on peut amener de l'hydrogène pour les usages de mobilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Le deuxième petit schéma, c'est autre chose. Quand on a un champ d'hydroliennes suffisamment important, c'est exactement la même chose pour les éoliennes offshore, après un certain seuil, vous êtes obligé de faire des sous-stations électriques. Et ces sous-stations électriques, elles ne sont pas sous-marines, elles dépassent de l'eau, et lorsqu'elles sont trop près des côtes, elles sont même jugées assez peu esthétiques. L'hydrogène peut être une solution à ce problème. Nous pourrions donc produire de l'hydrogène sous-marin grâce à nos hydroliennes et amener donc cette forme d'énergie à terre et éviter la sous-station électrique. Et enfin, dernier exemple, si maintenant on oublie un instant les hydroliennes, on peut très bien considérer les autres modules que nous avons créés, c'est-à-dire les électrolyseurs sous-marins, le stockage, etc., utiliser d'autres ressources électriques, comme celle, par exemple, des éoliennes offshore. Alors, on a pris l'exemple du Havre, par exemple, il y a le champ d'éoliennes offshore de Fécamp. Il y a aussi des centrales nucléaires qui ne sont pas loin, et ça permet d'amener de l'hydrogène où, sur le port du Havre, qui en a besoin, et qui, évidemment, on a vu d'autres interventions récemment, tout à l'heure, qui montraient que c'était évidemment un moyen tout à fait intéressant à considérer. Et dernier point, pour donner quelques chiffres, mais ils seront évidemment à confirmer. Donc c'est la slide d'après, voilà, dernière slide. France Hydrogène a fait un livre blanc en 2021, a essayé de donner quelques ordres de grandeur de ce qu'ils estimaient être les consommations potentielles d'hydrogène vert des différents ports. Vous voyez les ports du nord de la France. On voit notamment que le Havre, évidemment, a de très gros besoins. Alors, pour qualifier un petit peu les choses, si on estime un besoin, et encore une fois, ce sont des choses qui seront étudiées et réétudiées, mais si on estime un besoin d'électricité pour les infrastructures d'un port entre 60 et 80 mégawatts, eh ben, ça signifie qu'il faut à peu près 30 à 40 000 tonnes d'hydrogène par an. Ce qui est tout à fait compatible de ce qu'on voit, et notamment des ressources en électricité qui entourent le port. Un dernier mot pour conclure. Le stockage d'hydrogène apporte beaucoup en termes de sécurité, et ça, tout le monde le sait, hein, puisque en cas de perturbation du réseau, eh bien, ça apporte une autonomie qui est bien rassurante. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Houlomoteur, Jean-Luc Stanek, et l'hydrolien que vous présentez, j'espère qu'on commence tous à générer des pistes d'espoir. Et pour continuer ce tour de table d'exemples que l'on a vu, peut-être va-t-on parler de l'innovation. Alors, quel type d'innovation pour la Grande Bleue, Gwenaël qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur ce que vous faites? Quelle est votre pierre à l'édifice, votre grain de sable? Bonjour à tous, donc merci à l'équipe 5T pour son invitation. Donc moi je vais vous parler du bruit sous-marin, de la pollution sonore sous-marine. Et donc avant de vous en parler plus longuement, donc je représente la société Greenov, qui est une start-up bretonne, une société à mission, et qui s'est donné la mission d'innover pour la protection de l'environnement maritime. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de notre solution phare, qui est donc un système qui permet de réduire le bruit sous-marin généré par les travaux côtiers et les travaux offshore, et également de contenir la turbidité. Donc avant de vous présenter notre solution, je voulais revenir rapidement sur le cadre réglementaire et légal qui définit ce que c'est la pollution sonore sous-marine, et finalement qui pose aussi un certain nombre de contraintes. Je crois que ça a été rappelé
de nombreuses reprises, on voit et on constate, nous, une évolution de la réglementation, cette pression réglementaire qui va finalement forcer les industriels et les autorités portuaires à prendre des solutions, à trouver des solutions pour réduire leurs impacts sur les écosystèmes. Et il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'une augmentation significative des prix de chantier. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc, merci. Donc voilà, donc le cadre réglementaire. Tout commence donc en 2008 avec la directive européenne cadre pour le milieu marin qui définit ce qu'il faut faire pour atteindre le bon état écologique. Et donc elle définit 11 descripteurs, dont 3 qui vont porter soit sur la pollution sonore sous-marine, donc la réduction de cette pollution, soit sur la turbidité. Donc voilà, ça fixe finalement le cadre un petit peu de tout ce qui va suivre. En 2010, la loi Grenelle de l'environnement en France définit la pollution sonore comme une pollution, au même titre que la pollution plastique ou la pollution chimique. Et donc tous les principes réglementaires associés à ce terme. Donc ça, c'est quand même quelque chose de déterminant. En 2016, 2 pays pionniers prennent déjà des mesures contraignantes, donc c'est l'Allemagne et les Pays-Bas, qui vont déterminer des seuils maximums à respecter sur les chantiers côtiers et offshore. Et donc ces seuils vont être fixés soit en fonction des zones et de la saisonnalité des travaux. Et donc pour vous dire à quel point c'est contraignant, c'est que si ces seuils ne sont pas respectés, tout simplement les travaux sont arrêtés. Donc ça, c'est une réglementation contraignante qui préfigure ce qu'on peut s'attendre au niveau européen. Et d'ailleurs, la France est assez active sur le sujet depuis 2020 avec la publication par le ministère de l'Environnement d'un guide de préconisation pour réduire les nuisances sonores en mer. Et puis en 2021, l'Union européenne a encore souhaité avoir des objectifs encore plus ambitieux en termes de protection de la biodiversité, avec une augmentation des zones maritimes protégées. Donc, qui dit zone maritime protégée dit les chantiers ou les aménagements côtiers qui seront à proximité de ces zones vont devoir trouver des solutions pour réduire leurs impacts. Et puis, comme ça a été très bien rappelé par Jérôme, je fais le lien avec la décarbonisation. L'océan, c'est aussi les écosystèmes, et c'est tout finalement cet écosystème qui va permettre de capter capter du carbone. Donc protéger les océans, c'est aussi jouer sur la décarbonisation. Voilà quelques exemples de travaux portuaires ou offshore qui représentent des nuisances soit sonores, soit turbidiques. Donc ça peut être du dragage, du déroquetage, et puis des opérations de battage de pieux, qui est une opération particulièrement bruyante. Alors, je voulais revenir rapidement maintenant sur le bruit sous-marin. Alors qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, déjà, pourquoi on parle de pollution sonore ? Il faut savoir que les espèces marines utilisent les sons pour communiquer, se repérer, se reproduire, se nourrir. Et donc, quand on vient perturber finalement l'environnement sonore dans lequel se trouvent ces espèces, très rapidement, on va avoir, les scientifiques le démontrent, des changements de comportement, des phénomènes d'augmentation de stress, de fuite de certaines zones. Et puis si bien sûr la source sonore est trop proche des espèces, ça peut causer des dégâts physiques pouvant causer la mort des individus. Alors pourquoi c'est quelque chose qui ne se voit pas, donc c'est vrai que c'est sous la mer, et pour autant ça peut générer des nuisances importantes du fait que déjà le bruit sous-marin se propage 4 fois plus vite que le bruit dans l'air, et souvent sans atténuation. Ce qui fait que les espèces qui sont au large d'un travaux côtier peuvent quand même percevoir le bruit qui est généré, le bruit anthropique, et donc être stressés ça peut en tout cas les déranger. Alors ensuite, je vais passer rapidement sur les informations que je voulais présenter sur ce slide, mais il faut savoir que une des opérations les plus bruyantes réalisées par l'homme, c'est le battage de pieux. Donc ça consiste vraiment l'objectif, c'est de mettre un pieu dans le sol. Donc c'est souvent utilisé soit pour les travaux côtiers, soit pour les éoliennes offshore, lorsqu'on parle d'éoliennes posées. Et donc c'est un marteau hydraulique qui vient taper sur ce pieu pendant plus de 24 heures parfois. Et donc ça va causer des sons impulsionnels pouvant aller jusqu'à 260 décibels. Et donc à ce niveau-là, je vous garantis que soit les espèces elles arrivent à fuir à temps, soit elles peuvent mourir. Alors du coup, pour répondre justement à l'augmentation de la pression réglementaire, des pressions réglementaires, et puis pour réduire finalement l'impact du bruit sous-marin,
Donc Greenov, nous on propose le SubSequator, qui est un système qui se décline en 2 modèles, soit en format rideau pour isoler une grande zone, soit en format cylindrique pour isoler une zone, un pieu. Donc c'est une chaussette qu'on va pouvoir enrouler autour de ce pieu. Et donc qu'est-ce que c'est le système SubSequator? C'est un ensemble de panneaux qui est constitué d'une membrane qu'on va venir gonfler en air. Et puis finalement, c'est cette barrière en air qui va venir casser drastiquement la puissance des ondes sonores. C'est le principe un peu du double vitrage, puisqu'on va créer donc une rupture de milieu. L'onde sonore se propage dans l'eau, rencontre une barrière en air, qui est le SubSequator, puis revient dans un milieu aquatique. Et donc c'est ce changement de milieu qui va permettre au SubSequator d'avoir ces performances de réduction acoustique. Donc pour vous donner un ordre d'idée en termes de performance, on affiche les meilleures performances du marché, avec une réduction de 15 à 35 décibels selon les fréquences. Et donc ça permet de réduire de 95% les pressions physiques sur les espèces sous-marines. Donc c'est un système qui a été réalisé avec les industriels et pour les industriels, qui s'adapte très bien à l'environnement maritime, puisque entre les panneaux, on va pouvoir laisser passer un flux d'eau, donc laisser passer les courants maritimes, les effets de marnage également. Et puis, on va pouvoir réaliser le système en fonction du site de travaux, donc pouvoir constituer finalement, aligner différents panneaux en fonction de la profondeur, par exemple. Et on a un système de gonflage intelligent qui permet de dégonfler aussi facilement le système, soit pour laisser passer un bateau, soit pour réduire finalement la taille du système s'il y a des coefficients de marée trop importants. Voilà. Et en termes de prix, on est très compétitif parce que donc, le principal concurrent, c'est le rideau de bulle. Sauf que le rideau de bulle, c'est un système qu'il faut en permanence alimenter en air. Et donc ça, il y a des compresseurs qui fonctionnent en permanence, alors que notre système, il permet de retenir l'air, d'être gonflé une seule fois. Et donc ça en termes d'OPEX, c'est super intéressant. Et surtout, ça permet de ne pas consommer beaucoup de CO2. Donc c'est un projet qui a été développé et testé grâce à un projet européen AGESIC. Donc ça a permis de confirmer les performances acoustiques du système, de tester le système également dans sa version côtière en bassin, avec une génération de houle et de courant. Et donc ce que je vous propose, c'est de regarder un petit film vous présentant un petit peu le résultat de ce projet. Alors, je ne sais pas si ça peut être activé à distance. En tout cas, le temps qu'on regarde si on peut l'activer, et sinon vous le retrouverez sur nos sites. Moi, je voudrais quand même souligner la puissance des actions des uns et des autres mises bout à bout pour gérer des problématiques globales. Et on a cette fâcheuse manie de penser en silo et de penser avec les schémas d'hier le monde de demain, alors qu'on voit bien, juste avec une table ronde et une autre, que on a besoin les uns des autres, parce qu'on a dit l'économie bleue sera verte ou ne sera pas, on est au cœur du sujet, puisque bruit égale problème sur la biodiversité. Exactement. Donc on voit qu'on a besoin de croiser les intelligences, de conjuguer les talents. Je propose qu'on mette la vidéo sur notre site. Bien sûr. Un grand merci à vous. Je suis impressionnée. Ce qui m'inquiète, c'est que plus on fait des universités E5T, plus je mesure l'abîme de tout ce que je ne sais pas. Donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des complémentarités et qu'il y a plein d'idées et vraiment beaucoup à faire. Donc merci de nous donner espoir et de ces belles initiatives. Alors, juste pour conclure, juste pour vous dire que voilà, le système, en tout cas, maintenant, il est mature. On a des financements européens et puis on discute aussi avec GoCapital pour être financé sur la fin du développement du système. Dès 2024, on peut être présent sur vos travaux. Et puis donc voilà, en tout cas, on pense que le SubSequator, ça peut être une bonne réponse pour les pressions réglementaires futures et puis déjà présentes. Et puis surtout, voilà, c'est un système très compétitif qui affiche les meilleures performances de réduction acoustique du marché. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et puis bravo. Et puis pour la technique, préparez-vous, on va rediffuser les tables rondes, mais on va rediffuser les bouts de chaque table ronde pour être sûr qu'il y ait plein de gens qui puissent voir et s'ils ont des doutes, allez consulter. Et puis vous avez vu qu'on s'amusait bien à passer de sous l'eau sur l'eau, parce que là, je disais hier, l'objectif 14 et les ODD, c'est below water, on passe sur l'eau, donc on a plein d'autres solutions. Alors j'aimerais bien que nous entendions Tanguy.
avant de passer à Guillaume. Alors Tanguy, qu'est-ce que vous allez nous proposer? On a entendu parler des nouvelles formes de propulsion. Comment vous apportez votre grain de sable? Voilà, je vais parler que des grains de sable aujourd'hui, pas des pierres à l'édifice. C'est plus adapté. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est ma première université E5T, donc Faites un vœu, faites un vœu. D'être là. Je suis cofondateur de Neptech. Chez Neptech, on a l'ambition de replacer au centre de la mobilité urbaine les voies d'eau, donc les fleuves, les zones côtières, les lacs. Historiquement, toutes ces villes ont été construites au bord des voies d'eau et historiquement, les voies d'eau étaient au centre de la mobilité urbaine. Elles ne le sont plus. Et donc, notre ambition, c'est de concevoir des navires de transport de passagers et de marchandises, qui sont des navires zéro émission, donc à propulsion électrique, soit 100% batterie, soit hybride, pile à combustible, hydrogène, batterie, qui sont performants et intelligents. Donc concrètement, nos navires, ce sont des catamarans de 12 à 30 mètres qui peuvent embarquer jusqu'à 200 passagers, l'équivalent de bus maritimes ou de bus fluviaux. Le point de départ des développements R&D de Neptech, ça a été le système de propulsion zéro émission, le système de propulsion hydrogène. Et on s'est heurté à la problématique qu'on a abordée un peu tout à l'heure sur la densité énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à puissance égale, un système de propulsion hydrogène, c'est 3-4 fois plus lourd qu'un système de propulsion diesel. Donc quand on ajoute de la masse sur un navire, le navire s'enfonce plus, on va consommer plus d'énergie et donc par conséquent dégrader les performances opérationnelles du navire en termes de rapidité, en termes d'autonomie. Et cette dégradation n'est pas acceptable pour tous les exploitants avec qui nous échangeons, ils sont prêts à s'engager vers le navire zéro émission, ils sont incités financièrement à le faire, ils sont contraints parfois à le faire avec l'émergence des ZFE. On parlait tout à l'heure des ZFE qui arrivent un peu partout dans les villes en France et puis également en Europe. Mais ils ne souhaitent pas pour autant chambouler leur modèle économique en termes de nombre de passagers transportés tous les jours et donc en termes de revenus générés tous les jours. On s'est donc posé la question de comment faire pour rendre viable l'exploitation de ce type de navire. Et pour ça, on innove sur 3 axes. Tout d'abord, les innovations technologiques que je détaillerai par la suite, qui permettent de réduire les besoins énergétiques du navire. Ensuite, l'axe innovation produit, on a développé, un peu comme dans l'automobile, un châssis, une plateforme qui est commun aux différents usages, donc que ce soit pour du transport fluvial, du transport maritime, passager ou marchandises. Et ensuite, un axe sur l'innovation en termes de modèle économique, puisqu'on propose d'être le point de contact unique du design à l'entrée en service, ce qui est un positionnement novateur sur ce segment de marché, puisque un exploitant va souvent se retrouver face à 5-6 acteurs différents, du bureau d'études au cabinet d'architecte naval, au designer, au chantier naval, etc. Si on se concentre sur la partie innovation technologique, l'objectif est donc de réduire les besoins énergétiques du navire, et donc pour ça, 2 axes de travail. La réduction de la traînée hydrodynamique d'une part et l'augmentation de l'efficacité énergétique d'autre part. Le véritable cœur de métier de Neptech, c'est sur le volet hydrodynamique. On a travaillé sur 3 briques. Tout d'abord, une nouvelle forme de carène qui permet de réduire la résistance à l'avancement. L'intégration de foils, alors qui ne vont pas faire complètement déjauger le navire, mais le sustenter de l'ordre de 60 à 70% en dehors de l'eau. Et cette fois-ci, on va réduire la surface mouillée du navire et donc avoir une action sur les besoins énergétiques du navire. Et enfin, pour le peu de coque qui reste en contact avec l'eau, on a développé une technologie de rupture qui est brevetée, d'injection d'air, où on va injecter des bulles d'air sous la coque du navire, ce qui va créer une sorte de chemin d'air dans lequel le navire va glisser. Et cette fois-ci, on va limiter les forces de friction qui s'appliquent sur la coque, et donc avoir également un impact significatif sur la consommation énergétique, puisqu'on arrive à avoir des gains de l'ordre de 30 à 40% de consommation énergétique en moins, comparé à un catamaran classique, ce qui permet ainsi à nos navires d'aller plus vite et d'aller plus loin. Sur le volet plateforme, je le détaillais tout à l'heure, donc on a développé ce châssis qui est commun aux différentes applications qu'on a ensuite déclinées en fonction des besoins marchés sur du transport maritime, fluvial, pour du passager ou de la marchandise, en sachant que sur de la marchandise, on est sur de la courte distance, plus de la logistique urbaine. L'idée avec le produit NepCargo, c'est de faire le lien entre les centres logistiques périphériques et les centres-villes urbains pour ensuite un déchargement à coupe du navire et une livraison du dernier kilomètre en mode doux. En termes de marché, maintenant, on a décidé de se concentrer sur 2 marchés prioritaires pour les navires de
de 12 à 30 mètres, le transport de passagers et de marchandises, comme j'indiquais tout à l'heure. On estime qu'à l'horizon 2025, ça représente à peu près 600 navires par an dans le monde, avec principalement un renouvellement des flottes, une accélération du renouvellement de flottes, notamment avec les contraintes que j'évoquais tout à l'heure en termes d'émissions, et également une croissance des flottes actuelles et la création de nouvelles routes. Notre positionnement sur la chaîne de valeur, on se concentre sur la partie conception du navire. Donc on va retrouver le design, l'architecture navale, les études R&D et ensuite on pilote la construction du navire auprès d'un réseau de chantiers navals qu'on a d'ores et déjà préqualifié. L'idée c'est de construire le navire au plus proche de la zone d'exploitation du navire pour des raisons évidentes de coût et ensuite de déploiement de SAV directement depuis le chantier naval. Et en termes de stratégie commerciale, on a défini une stratégie en 3 étapes. La première étape, c'est la commercialisation de prestations d'architecture navale, d'ingénierie navale pour des navires zéro émission, donc étape qui a d'ores et déjà débuté. La deuxième étape, c'est la commercialisation de nos navires. À l'heure actuelle, on a à peu près une 50aine de prospects. On a 10 projets actifs en France principalement, également en Europe du Nord et puis en Italie. Et la troisième étape, c'est la commercialisation de notre technologie d'injection d'air qui est valable évidemment pour nos navires, mais également valable pour tout autre type de navires, en particulier les navires à fond plat, donc les porte-containers et les péniches. Et donc on travaille notamment avec VNF sur les sujets d'adaptation de cette technologie aux péniches. Sur les phases de développement maintenant, on a clôturé la phase de préamorçage. Neptec a été créé en mai 2020. Avec la validation du marché, la constitution de l'équipe et puis la conception et le test d'un démonstrateur technologique qui nous a permis de valider les gains énergétiques du navire. On aborde ensuite la phase suivante avec une levée de fonds qui a été clôturée sur le volet dilutif il y a quelques semaines. On communiquera de façon officielle dans les prochains jours, mais on est très heureux d'avoir à nos côtés le plus grand fonds maritime qu'on évoquait tout à l'heure. Cette levée de fonds a pour objectif de staffer l'équipe pour monter en niveau de maturité technologique, en particulier sur la technologie d'injection d'air, de déployer les premiers navires en France, et puis d'accélérer ensuite sur la commercialisation en Europe. On est à l'heure actuelle une équipe de 7 personnes. On vise une dizaine de personnes d'ici la fin de l'année, avec pour objectif de recruter des profils de type architecte naval, ingénieur naval, pour travailler sur les sujets R&D principalement. On a différents soutiens, aussi bien les pôles de compétitivité, les pôles mer Méditerranée, GICAM et Cap Énergie, également au niveau de l'État, puisqu'on a été labellisé Green Tech Innovation, également avec le ministère des Transports, puisqu'on est accéléré par le programme de l'Agence de l'innovation des transports. Et puis on a été lauréat avec un certain nombre de partenaires, donc Toyota et Energy Observer Development qu'on a entendu tout à l'heure, d'un appel à innovation dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pour le déploiement de nos navires à Paris et à Marseille. Maintenant, je voulais faire une ouverture en guise de conclusion. Pardon, je me suis perdu. C'est pas grave, je vais rester sur la slide Neptec, sur les défis auxquels on est confronté. Il y a des défis, tout d'abord technologiques, on en parlait tout à l'heure sur la densité énergétique, et donc comment faire pour intégrer ces systèmes de propulsion dans un environnement contraint et dans une masse, dans un volume très contraint. Des défis en termes de coûts, donc en termes de capex du navire, donc c'est à peu près un facteur comme ce qu'on peut retrouver dans tout type de mobilité, donc un facteur x2, x3 comparé à un navire classique. Également en termes d'OPEX, l'hydrogène vert à l'heure actuelle, malgré toutes les solutions qui sont en cours de développement, reste plus cher que du diesel détaxé. Des défis en termes d'infrastructure, comment se recharger, comment avoir accès aux infrastructures qui permettent d'avitailler les navires. Et donc pour cela, les innovations qu'on développe permettent de réduire les besoins énergétiques du navire et donc par conséquent d'avoir des piles à combustible de plus faible puissance, de consommer moins d'énergie et donc d'avoir un impact direct sur les coûts tout en maintenant le niveau d'opérabilité du navire.
On arrivera à déployer ce type de mobilité en agissant en écosystème, donc avec les différents acteurs de la supply chain hydrogène, production, distribution hydrogène. On y arrivera en mobilisant différents financements, que ce soit des financements privés, mais également des financements publics, pour venir, dans le laps de temps d'émergence, on va dire, et de maturité technologique des équipements, venir financer le delta de CAPEX, donc avec des financements de type ADEME, BPI France, qui vont venir financer ce CAPEX. Et on y arrivera avec le soutien des collectivités publiques qui sont engagées dans le déploiement des infrastructures. Donc c'est notamment le plan hydrogène, qui est plan européen, national, et puis décliné à l'échelon régional, qui vise à déployer des stations, à avoir un maillage de stations hydrogène très dense, à faire chuter le prix de l'hydrogène vert, et donc rendre viable ce type de mobilité. Merci beaucoup, bravo, bravo. Vous pensez à plein de choses en même temps. Je vais repartir avec cette idée que la jeune génération arrive à une pensée complexe. Voilà, comment faire de l'efficacité énergétique, comment vivre au milieu d'un écosystème. Vraiment, c'est très impressionnant. Et on va terminer par vous, Guillaume. Donc, vous êtes le président de TOUT. Et quand je disais, mais est-ce que vous êtes concurrent avec d'autres personnes? Vous allez découvrir tout de suite à qui je voulais penser. Non, 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 pas du tout. On est des confrères parce que, de toutes les façons, ça c'est moi qui l'ajoute, voilà, on est dans une phase émergente et aujourd'hui, toutes les initiatives comptent et ensemble, on est plus solide que seul. Alors, vous, comment vous apportez votre grain de sable à Notre grain de sel, nous on l'apporte en faisant du transport à la voile depuis 2011. Donc merci Myriam, merci à E5T, c'est également la première fois que je suis là. On est à 200 mètres d'ici, donc je suis président d'une société qui s'appelle TOUT, Trans-Oceanic Wind Transport. On fait donc du transport largement transocéanique par la force du vent. Nous sommes historiquement brestois, on est connu pour avoir été longtemps douarneniste et on a emménagé effectivement dans cette belle ville du Havre il y a 2 ans et donc récemment sur les docks juste à côté quand on sort. Les 2 premiers constats qu'on fait sont que... alors, je vais passer très vite sur le transport maritime. Je vais essayer en général d'aller vite. Vous trouverez les slides sur nos... Ouais, de toute façon, on est tous assez contraints. Je pense qu'on commence à avoir faim. Donc, je vais... voilà. Le transport maritime peinera à se décarboner. Ce sont des distances énormes et c'est des fondamentaux de marché qui le rendent finalement, puisque très opaque et très nivelé par le bas, environnementalement et socialement, difficile à valoriser en général. On fait le constat que le vent est abondant, qu'il est prédictible depuis environ une quinzaine d'années, et que quand on le prend en propulsion principale, il fournit le meilleur rendement à la voile pour être propulsif, y compris sur de très longues distances, et avec de très forts déplacements. C'est d'une certaine façon, alors on pourrait parler de tout un tas d'approches finalement assez techno-solutionnistes qu'on voit dans le transport maritime. On pense que c'est une façon hyper concrète de décarboner. Le défi, il est pour nous de valoriser un transport, de même qu'on a pu avoir, alors j'ai pas la main sur la zapette, mais c'est bien, de valoriser justement un transport comme on l'a fait avec le bio ou l'équitable par exemple. Quand on fait du transport à la voile sur des voiliers existants, on a transporté plus de 2500 tonnes de marchandises, on a organisé plus de 70 voyages, on a donc les différents agréments de transporteurs douaniers, on a frété plus d'une vingtaine de navires. On sait que le plus difficile quand on est une entreprise, c'est déjà de survivre et puis ensuite de se développer. Donc ça développe des valeurs qui sont celles de la mer, qui sont celles de l'humilité, du réalisme toujours, mais également de beaucoup d'ambition à la hauteur finalement du marché potentiel et du défi climatique. Donc du coup, je vais essayer de finir avant la demi. Donc voilà, historiquement, le type de navire avec lequel on travaille, qui nous permettent de faire des choses. Nous, on est des faiseux, comme on dit en Auvergne. On a été toujours dans une volonté de transporter kilo par kilo, 1000 nautiques par 1000 nautiques, des produits et de les vendre à des vraies entreprises, à des vrais clients, notamment en développant un écosystème de valorisation en B2C des produits qui s'appelle Anemos, du nom des dieux grecs et des vents porteurs, et qui permet une expérience, on va dire, marketing immersive pour justement avoir une valorisation, une premiumisation d'un transport maritime
encore une fois, comme le bio ou les renouvelables qui avaient leur propre tarif de rachat. Et on fait tout ça, et depuis donc 2011-2023, ça va faire 12 ans en octobre, pour lancer la construction. Et donc ces navires-là sont de 80 mètres de coque, ils transportent 1200 tonnes de marchandises. Ce sont des navires qui, sur certaines routes, sont à plus de 95% du temps à la voile, et qui vont suffisamment vite grâce à des transports dédiés pour être finalement plus rapides que le fret conventionnel. Et on a en portefeuille près d'une centaine de clients actuellement autour de routes sur les premières années atlantiques, puis ensuite sur les 3 grands océans sur lesquels il faut aller par rapport à des groupes multinationaux pour le compte desquels on va travailler. Donc on en a 2 en construction. La première livraison est prévue à la fin de l'année, la deuxième 4 mois plus tard, et on est sur un plan de développement pour être sur une trentaine de navires en opération d'ici 2030. C'est paradoxalement, alors certains parlaient de rétro-innovation, certains effectivement pensaient à sortir du gigantisme, etc. Ce qui compte, et dans la marine marchande, c'est le cas, c'est le client. Et donc le client, il a besoin de quelque chose qui est très fortement différenciant, qui est très qualitatif et qui est très fréquent, principalement. Mettre 1000 tonnes sur un navire, n'importe quel chargeur sait qu'éventuellement, s'il est dédié ou s'il met la moitié des cales, c'est quand même beaucoup. Si on a des départs tous les 3 jours, que ce soit d'Abidjan, de Santa Marta ou vers New York, ou sur l'Asie par exemple, c'est un service qui est intéressant pour ce type de chargeur effectivement concret. Et donc voilà, je crois qu'il reste une slide. Alors ça vous donne un ordre d'idée, on a derrière un navire de 250 mètres, le petit vert devant, c'est ceux avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, donc c'est un vrai changement d'échelle important pour nous. On va rester dans une démarche qui ne va pas être sur une unité d'un navire qui va chercher ce gigantisme immédiatement, mais véritablement l'aspect, un sister ship, de la gémellité des navires qui permet de rapidement monter en gamme, monter en fréquence, avec toujours un plan R&D d'une solution de classe B, plus grande que celle qui est en glace, là, en bleu foncé derrière, sur un horizon 2028. Et donc, ça nous permet... Alors, en fonction de plusieurs scénarios, évidemment, à quoi on se compare quand on parle d'une réduction de CO2 finalement, surtout dans le transport maritime, quel service en face d'être, alors là c'est une des routes qui en plus est à la limite la moins favorable, c'est l'Afrique de l'Ouest, sur des taux compris entre 88 et 97% de réduction de CO2 en fonction des 4 ou 5 scénarios qu'on sait en transparence documentés. Voilà, j'en arrête là, je crois que c'est ma dernière slide. Ravi d'être là. Et puis bon appétit à tous. Merci infiniment Myriam. Merci beaucoup Guillaume. C'est magnifique. Hein. Alors regarde, on fait juste un petit test parmi ceux qui nous regardent. Combien parmi vous avez appris des choses pendant la matinée? Levez la main. Je vais vous dire que voilà, bon, ça me rassure. Je n'ai pas l'impression d'être totalement stupide, mais je suis vraiment impressionnée, très admirative de tout cet engagement, de toutes ces convictions, de tout ce qui fabrique des entreprises. Et Jérôme, bon, je pense qu'on va vraiment s'activer pour essayer d'ajouter au moins un 0, et peut-être 2, mais déjà un, à ces investissements, parce que je crois que le jeu en vaut vraiment la chandelle. On voit la confrontation des deux tours de table qu'il y a eu ce matin. On voit bien en fait la puissance et la nécessité d'aller accompagner cette dimension d'innovation qui va venir finalement alimenter tous ces grands chargeurs, toutes ces grandes entreprises face à une complexité qu'ils ne savent pas résoudre par eux-mêmes parce que leurs contraintes opérationnelles du quotidien les distancient du sujet. Donc il faut que ces entrepreneurs-là soient accompagnés et financés et suivis, etc., pour que ça arrive dans le marché. 100% d'accord. Je crois qu'il faut arrêter le top-down avec ceux qui pensent savoir et repasser à du bottom-up avec ceux qui font, qui savent et qui font sur le terrain. C'est ceux qui font qui ont raison. Et vous avez raison. Et moi, ça me donne trop envie de continuer à voir, à suivre ce que vous faites parce que vous êtes au début de belles aventures. Alors, je sais, on a faim. Moi, je suis habituée à l'heure espagnole. Alors, donc, on va prendre une pause assez courte. On a une